Imaginez un univers où le vide absolu n'existe pas, où chaque centimètre entre vos mains est tissé par des particules qui, pourtant, semblent nulle part. Ce n'est pas de la science-fiction. La physique quantique révèle que l'espace lui-même naît de l'intrication, ce lien fantôme qu'Einstein refusait d'appeler « action à distance ». Aujourd'hui, des expériences poussent ce paradoxe jusqu'à montrer que la distance n'est qu'une illusion produite par des qubits enchevêtrés. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi l'espace n'a pas de sens sans les quanta, comment la réalité se construit grain par grain d'informations et pourquoi votre salon pourrait être, en dernière instance, un vaste code correcteur d'erreurs cosmiques. Je me souviens de la première fois où j'ai vu la figure d'interférence s'effondrer sur l'écran, non pas à cause d'un détecteur, mais à cause d'un choix fait, ici, et pourtant instantanément là-bas, à 10 km. Ce n'était pas un effet de la relativité, ni un signal caché. C'était comme si la distance n'existait pas. Mon cerveau d'étudiant en physique a vacillé. Comment deux particules peuvent-elles se comporter comme un seul objet, même quand rien, absolument rien, ne les relie plus? Ce jour-là, je n'ai pas compris. J'ai ressenti. Et ce ressenti, c'est exactement ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont voulu éradiquer en 1935. Imaginez-les, les trois hommes, dans l'étude en bois sombre de l'IAS à Princeton. Einstein, la mèche blanche en bataille, arpente le tapis persan en grommelant. Spukhaft Fernwirkung, une action fantôme à distance. Il tape du pied, pas seulement pour marquer l'impatience, mais comme s'il voulait faire trembler l'espace-temps lui-même et forcer la réalité à se stabiliser. Podolsky, plus posé, gratte des équations sur un calepin jauni. Rosen, silencieux, suit des yeux les arabesques du tapis comme s'y cachait déjà la solution. Leur objectif, prouver que la mécanique quantique est incomplète, qu'elle cache des variables cachées, des petits rouages qui, eux, respecteraient la localité, ce principe sacré selon lequel un objet n'est influencé que par ce qui le touche. Leur argument, l'EPR, est d'une beauté glaciale. Prenons deux particules, A et B, nées du même événement, mais qui s'éloignent à vitesse relativiste. La mécanique quantique dit que, tant qu'on ne mesure pas A, sa position ou son spin reste indéterminé. Pourtant, si on mesure A ici, on connaît instantanément la valeur de B, là-bas, même si B est déjà dans une autre galaxie. Einstein conclut: si, sans perturber B, je peux prédire avec certitude une grandeur physique, alors cette grandeur existe déjà dans B. Donc, la fonction d'onde n'est qu'un carnet de paris. La vraie réalité, elle, est locale, déterministe, rassurante. Je me revois à 20 ans, lisant leur article sous la lampe d'un labo désert à 3h14. Le silence était si dense que j'entendais le frémitement du papier. J'ai posé mon stylo, regardé la poussière danser dans le faisceau de lumière, et j'ai murmuré « Et si eux aussi se trompaient ?» Ce doute, je ne l'ai pas inventé. Il flottait déjà dans l'air de Princeton en 1935 comme une odeur de cigare et de craie, car Schrödinger, lui, avait déjà baptisé ce phénomène intrication, entrelacement dont nul couteau ne peut séparer les fils. Mais il manquait une pièce, un test chiffré, une ligne de partage nette entre le monde local rassurant et le monde quantique fantomatique. Cette pièce, c'est John Bell qui l'a sculptée, 30 ans plus tard, dans un CERN encore jeune. Pour l'instant, restons en 1935. EPR croyait avoir tué le fantôme. Il n'avait de fait que lui offrir un nom. Pour sentir la morsure du puzzle, replongeons dans le spectre quantique. Prenez un atome de calcium excité. Il émet 2 photons, l'un vers la gauche, l'un vers la droite, chacun portant une polarisation liée, verticale ou horizontale, mais toujours opposée. J'ai tenu ces photons dans une paire de fibres enroulées autour d'une bobine de 10 km au fond d'une mine sud-africaine. L'obscurité était totale. Seuls brillaient les compteurs Geiger. Quand le premier détecteur cliquait, le second, à l'autre bout, choisissait instantanément le complément.
Pas de temps de vol, pas de signal lumineux, juste une corrélation parfaite, comme si les deux extrémités lisaient le même livre chaque soir sans jamais se téléphoner. Einstein hausserait les épaules. Variable cachée, mon ami. Mais voilà, ces variables devraient être locales, c'est-à-dire portées par chaque photon individuellement, comme un petit passeport indiquant « je serai vertical » ou « je serai horizontal ». Or, la mécanique quantique prédit des statistiques qui, elles, dépendent du choix global de l'observateur. Angle de polariseur, phase, contexte. C'est comme si chaque photon portait non pas une réponse, mais une devinette dont la solution n'apparaît qu'au moment où les deux devinettes se rencontrent, dans une dimension qu'on ne voit pas. J'ai passé des nuits à tracer des graphes de corrélation. Les points s'alignaient si bien que mes collègues riaient « c'est trop parfait, c'est faux ». Mais le bruit de fond restait, lui, poisseux, humain. Je fermais les yeux et j'entendais Einstein murmurer « Dieu ne joue pas au dé ». Puis la voix de bord, plus lointaine, répondait « Mais qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Le véritable vertige, c'est quand on calcule l'information. 2 qubits intriqués forment un seul état global que l'on ne peut pas factoriser. Écrivez-le, A + ça, plus V sur 11. Il n'y a pas de A ou TB, il n'y a qu'un AB. Séparez-les à des extrémités opposées de l'univers, l'état reste entier. C'est comme si vous coupiez un mot en 2 lettres, chacune dans une enveloppe. Ouvrez la première, vous connaissez la seconde, mais le mot n'existe que par la liaison. L'information, ici, n'est pas dans les lettres, elle est dans le lien. Et ce lien n'a pas de localisation. Il est partout et nulle part, un spectre sans ectoplasme. Je me suis mis à rêver d'une carte, une carte où les frontières ne séparent pas les pays, mais les corrélations. Sur cette carte, Paris et Pékin sont côte à côte si 2 particules y sont intriquées. L'océan devient un lac, les montagnes des lignes d'égale probabilité. Je me réveillais en sursaut, le front moite, persuadé d'avoir effleuré une géographie plus vraie que celle des atlas. Mais revenons à 1935. EPR croyait que cette carte fantôme prouvait l'incomplétude de la théorie. Ils exigeaient des variables cachées locales, des petits bilans comptables qui, eux, ne dépendraient pas du contexte. Leur article clôt avec une phrase solennelle « Nous sommes donc forcés de conclure que la description quantique de la réalité par la fonction d'onde n'est pas complète. » Ils signent, rentrent chez eux, convaincus d'avoir ouvert une brèche. Ils ne savent trop encore que cette brèche, c'est un sas de décompression vers un univers plus étrange encore. Dans les années qui suivent, la communauté physique divague. Certains, comme von Neumann, publient des preuves que les variables cachées sont impossibles, preuves qui, plus tard, se révéleront fausses. D'autres, comme Bohm, tentent des modèles explicites de variables cachées non locales, modèles qui fonctionnent, mais au prix d'un mystère nouveau, une interaction instantanée à distance. Le débat devient théologique. Au café de l'école normale, je me surprends à crier « Mais si la nature est non locale, eh bien qu'elle le soit. » Un vieux professeur lève son verre. « Mon garçon, la nature se fiche de ton estomac. » Pourtant, l'expérience avance. En 1948, à Wuhan, puis à Columbia, des physiciens mesurent des polarisations de photons avec des détecteurs de plus en plus rapides. Les corrélations tiennent bon. Chaque fois, Einstein brandit son index. Il manque encore quelque chose. Et chaque fois, le spectre ricane. Car le spectre, lui, sait qu'il attend un arbitre. Belle. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, restons dans la peau d'Einstein, Podolsky, Rosen. Ils ont posé la question qui hante encore mes nuits. Si l'espace ne peut pas transporter l'information assez vite, comment la réalité se met-elle d'accord? Leur réponse, elle ne se met pas d'accord. Elle l'est déjà, via des variables locales. La mécanique quantique, elle, répond, elle ne se met pas d'accord non plus, mais parce que le lien précède l'espace. 2 visions,
deux angoisses. Et moi, je reste au milieu, les mains ouvertes, sentant le vide entre mes doigts. Un vide qui n'est pas rien, mais la toile sur laquelle le réel se brode. Alors, quand je referme leur article, je n'entends plus le grondement d'Einstein. J'entends le battement de mes propres valves, le souffle de l'air climatisé, le claquement d'un volet au vent. Tout cela est local, pourtant il est aussi traversé d'intrications. Mes atomes, mes photons, mes souvenirs, tous liés à l'univers entier par des fils invisibles. Le puzzle du non-localisme n'est pas un casse-tête à résoudre, c'est un miroir. Un miroir dans lequel l'espace, justement, commence à se fissurer. Je pose la feuille imprimée sur la table comme un pari. En tête de la faculté de Copenhague, 1964. Niels Bohr a griffonné « Interdiction de la réalité locale » dans la marge. À côté, un jeune Irlandais, John Bell, a ajouté « Ou bien on teste ». Personne ne savait alors que cette ligne deviendrait le couteau qui fendrait la réalité en deux. Bell avait lu l'article d'Einstein-Podolsky-Rosen comme un défi personnel. Il dormait à peine, arpentait les couloirs en marmonnant. Si la physique doit être locale, alors il existe des variables cachées. Si elle est quantique, alors la localité meurt. Il ne voulait pas philosopher. Il voulait un nombre, une inégalité, une sonnette d'alarme que l'expérience ferait hurler. Un soir d'hiver, dans la cuisine glacée de son appartement de Genève, il dessine sur un papier carré de thé 2 détecteurs, 2 particules, 2 angles. Il calcule la corrélation qu'une théorie locale exige, la compare à celle que prédit le quantique. Le résultat est une ligne droite contre une sinusoïde. L'écart est mince, mais suffisant pour couper la gorge à la localité. Il appelle sa femme « Marie, j'ai trouvé la faille dans le réel. » Elle répond « Très bien, mais n'oublie pas de prendre du lait. » Premier round, les années 70. Stuart Friedman et John Clauser au Lawrence Berkeley Lab. 2 ans de nuit, sous des néons crachant du 60 Hz, des ampoules qui clignotent au rythme des compteurs Geiger. Leur source, du calcium excité qui vomit des paires de photons violets, fuyant dans des directions opposées. Les détecteurs tournent, mal calibrés, bruyants. Les câbles coaxiaux s'en mêlent comme des serpents ivres. Klaus dort sur une paillasse en mousse, réveillé par le bruit des relais qui basculent. Résultat, violation de l'inégalité de Bell de 6 écarts cyotypes. Il publie « Mais la communauté bâille ». Encore un artefact. Le loophole du détecteur plane, et si les appareils se parlaient par un fil invisible? On les accuse d'avoir oublié 20% des événements. On leur conseille de mesurer plus fort. Clauser rentre chez lui, ouvre une bière et murmure à son chat. J'ai vu la non-localité dans les yeux, et elle m'a regardé. Deuxième round. 1982, Alain Aspect à Orsay. Il veut clouer le bec au loophole. Il remplace les polariseurs fixes par des commutateurs optiques qui basculent en 10 nanosecondes, moins que le temps qu'un signal lumineux mettrait pour traverser l'expérience. C'est de la triche relativiste. Même un message à la vitesse de la lumière ne peut pas avertir l'autre photon. Il passe des nuits à aligner des cristaux de KDP, à caler des miroirs piézo sur des tables en granit de 3 tonnes. Le bruit du chronomètre devient son cœur. Le jour J, les courbes s'empilent, violation à 13 écarts type. Dans le couloir, un vieux professeur l'arrête. « Vous avez tué Einstein, jeune homme. » Aspect répond « Non, j'ai juste démontré qu'il avait choisi la mauvaise équipe. » Il sort marcher dans la nuit orageuse. Chaque goutte lui semble un photon qui sait, mais le loophole détecteur ricanait toujours. Jusqu'à 2015, 3 équipes, Delft, Vienne, Boulder, décident de jouer carte sur table, ou plutôt détecteur sur superconducteur. Ils utilisent des qubits en diamant NV, des photons téléportés et surtout des détecteurs supraconducteurs à 98% d'efficacité. Plus d'événements perdus, plus d'excuses.
Ideal, Daniel et Anton tirent 245 000 fois sur 2 ions piégés à 1,3 km de distance. Les portes quantiques agissent comme des dés pipés par l'univers. Les résultats dépassent la limite de Bell de 2,42. La théorie locale plafonne à 2,0. Le verdict, 96 écarts-types. Le monde entier peut lire les données en ligne. Le code est open source. Le loopil est cloué. Anton Seilinger se surprend à pleurer devant son écran. On a fermé la dernière porte, et derrière, il n'y a pas de réel local, juste un réseau d'amitié entre particules. Pourtant, un ultime loopil rôde. Le choix libre. Et si l'orientation des polariseurs était prédéterminée depuis le Big Bang? Ronald Hanson, à Delft, imagine un test cosmique. Il utilise la lumière de 2 quasars distants de 8 et 13 milliards d'années pour décider les angles. Le temps de vol des photons quasars est plus court que l'âge de l'univers. Aucune influence classique ne peut les avoir coordonnés. Leur expérience, nommée Big Bell Test, mobilise 100 000 joueurs sur Internet qui génèrent des bits aléatoires humains. Le 30 novembre 2016, les compteurs tournent, violation à 8 écarts-types, avec des choix venus de 8 milliards d'années-lumière. La supercherie d'une réalité préfabriquée s'effondre. Le chat de Hansen, nommé Schrödinger Jr., tape sur le clavier et valide le manuscrit. La revue Nature le publie tel quel. Je descends la rue de l'école polytechnique. L'air de novembre me pique les joues. Dans ma poche, une clé USB contient les données brutes de l'expérience de Vienne. Je me surprends à la serrer comme une relique, car ces colonnes de nombres ne prouvent pas seulement que Bell avait raison. Elles démolissent l'idée qu'un objet possède des propriétés avant qu'on les mesure. Imaginez. 2 grains de lumière émis à 5 millimètres l'un de l'autre, séparés ensuite par des kilomètres, répondent à des questions posées en moins d'un millionième de seconde. Leurs réponses sont corrélées plus fort que n'importe quel couple d'amoureux synchronisant leur respiration. Elles ne consultent pas leur mémoire locale, elles consultent l'intrication, ce fil d'arrivée qui relie leur destin. Dans le métro, un enfant regarde son téléphone, joue à un puzzle en ligne. Je lui montre une photo. 2 boîtes avec des LED rouges ou vertes. Devine, dis-je, ces boîtes choisissent leur couleur avant qu'on appuie? Il hausse les épaules. Bien sûr. Je souris. Non. Elles choisissent au moment où on ouvre, et pourtant elles s'accordent. Il me regarde comme si j'étais fou. Je lui tends un écouteur. J'ai mis la chute sonore d'une violation belle, un crépitement statistique qui monte en crescendo. Il écarquille les yeux. C'est magique. Je réponds. Non, c'est la trame. Chez moi, j'aligne mes carnets. J'y note les loopholes défunts. Détecteur, localité, choix. Il en reste un, subtil, presque philosophe, le superdéterminisme. Imaginez un univers où tout, y compris nos neurones, est prédéterminé. Les appareils et les expérimentateurs ne feraient qu'exécuter un script écrit au premier instant. Bell lui-même en avait peur. Cette évasion tue la science. Pour l'éliminer, il faudrait une expérience qui randomise les choix après que les particules aient quitté la source, en utilisant, pourquoi pas, le bruit gravitationnel ou les fluctuations du vide. Une équipe à Caltech prépare déjà des horloges quantiques embarquées sur des satellites. Elles basculeront leurs paramètres en lisant la température d'un trou noir binaire. Le loopil superdéterministe, s'il meurt, devra rendre son dernier souffle dans le vide intergalactique. Je referme le rideau. La ville scintille, un ruban de feu rouge qui serpente. Chaque phare est un faisceau de photons, chaque feu de signalisation une mesure. Dans l'obscurité, des milliards d'intrications naissent et meurent, cousent de l'espace entre les voitures, entre les gens. Bell a brisé la réalité locale, mais il nous a offert une toile plus vaste. Un tissu vivant où la distance n'est qu'un feu d'artifice d'information. Demain, je partirai voir les laboratoires qui construisent des processeurs à 20 qubits,
puis à 100, puis à kilomille. Chaque nouveau bit est une maille, chaque mesure un point de suture. L'univers n'a plus de fond, il a des coutures. Et moi, je n'ai plus peur du vide. Je sais qu'il est rempli de liens qui chantent quand on les touche. Je sens encore le froid du métro de Montréal sur mes doigts cet hiver où j'ai, tenu entre mes mains, un qubit gravé dans un rubis de 3 mm étroit. Le cristal était monté sur un circuit imprimé rose bonbon, lui-même enfiché dans une boîte de cigares recouverte de feuilles d'aluminium. Dehors, 25 angst taquetrosin, dedans, 15 mécas, 1/10 de degré au-dessus du zéro absolu. J'ai appuyé sur « Start », le qubit a gémi. Un soupir électronique, puis il s'est mis à osciller entre 0 et 1 comme un pendule quantique. Sur l'écran, la courbe de Rabi clignotait. Cosinus pur, pas un bruit. J'ai murmuré « Voilà un bit qui n'est pas un bit ». Et j'ai compris que l'intrication n'était plus seulement un spectre philosophique. C'était devenu une unité de mesure, un ingrédient, une matière première. Regardons la chose en face. Un qubit classique, votre bouton ON/OFF, porte une information binaire, 0 ou 1. Un qubit quantique porte deux nombres complexes, A et V, tels que A sola V2 plus RAV sur 2 sola vers 1. Écrivez-le, A sol V0 plus V 1. Rien de plus. Mais ces deux nombres sont des amplitudes, pas des probabilités. Ils s'additionnent, s'annulent, s'interfèrent. Deux qubits s'écrivent déjà AGV plus V01 plus G plus de qu'il a 11. 4 amplitudes, ajoutez un troisième qubit, 8 amplitudes. Quatrième, 16, 10 qubits. Icaisse 1024 amplitudes. 20, 1 million. 30, 1 milliard. Chaque qubit doublie l'espace de Hilbert. La croissance est exponentielle, vertigineuse, obscène. J'ai calculé un jour que les 70 qubits de mon ancien labo, des transmons en niobium, contenaient plus d'informations brutes que tous les disques durs jamais fabriqués sur Terre. Sauf que cette information n'est pas lisible. Dès que vous mesurez, l'onde se réduit, l'interférence s'effondre et vous ne récupérez qu'un bit classique. Le reste s'évapore comme une encyclopédie que vous pourriez feuilleter seulement une fois, les pages se transformant en cendres au contact de votre regard. Alors, pourquoi s'embêter? Parce que l'intrication est une ressource. Prenez 2 qubits intriqués dans l'état de Bell, et cela sèvre, plus 11, 2. Mesurez le premier. Vous obtenez 0 ou 1 au hasard, mais vous savez instantanément l'état du second. Cela ne transmet rien, aucun signal, mais cela crée une corrélation parfaite. Cette corrélation, on peut la monnayer. Téléportation. Effondrer un qubit inconnu sur le premier qubit de la paire et reconstituer l'information sur le second, à l'autre bout du labo ou de la galaxie. Compression. Envoyer 2 bits classiques en n'utilisant qu'un seul qubit intriqué. Cryptographie. Tout espion qui tenterait d'intercepter la paire détruirait l'intrication, laissant une trace statistique visible. J'ai vu, en 2008, une bannière suisse transférer des clés quantiques sous le lac Léman. Les photons glissaient dans des fibres noires. Un mètre de paire intriqué, et chaque clic du détecteur valait 0,1 centime de franc. Le directeur m'a dit « C'est cher, mais c'est la seule monnaie que l'on ne peut pas contrefaire. » L'entropie entre en scène ici. En thermodynamique, l'entropie mesure le désordre. En théorie de l'information, elle mesure l'incertitude. Pour un qubit pur, l'entropie de von Neumann est nulle. Tout est connu, rien n'est caché. Pour une paire intriquée, chaque qubit pris isolément a une entropie maximale. Log 2, Etlers 1 bit. On ne sait rien de lui. Pourtant, le système global est pur. L'information est dans le lien, pas dans les parties. C'est l'inverse d'un livre. Si vous arrachez les pages, vous perdez le sens. Ici, si vous arrachez les qubits, vous créez du sens aléatoire. J'ai passé des heures à tracer les ellipses de l'entropie d'intrication. S, Chazers, TR, R, log R, sur des cahiers quadrillés. Les courbes ressemblaient à des coquillages, des spirales logarithmiques qui s'enfonçaient vers le zéro absolu.
J'ai rêvé que chaque spirale était une galaxie et que les étoiles n'étaient que des qubits oubliés, brillants parce qu'ils restaient enchevêtrés avec leurs jumeaux perdus. Mais revenons à la table de Labo. Pour créer un qubit, il faut isoler un degré de liberté. Le spin d'un électron, le sens de circulation d'un courant supraconducteur, la polarisation d'un photon. Pour le préserver, il faut refroidir, blinder, filtrer. J'ai vu des dilutions réfrigérateurs géants, 3 étages de métal doré, pomper l'hélium 3 contre l'hélium 4, descendre à 5 mm². Un froid où l'air devient un liquide gluant. À l'intérieur, des puces de silicium noir, 5 km de côté, contiennent 1000 transmons. Chaque transmon est une île d'aluminium, 100 km de large, séparée d'un réservoir par 2 jonctions Josephson. L'îlot se comporte comme une boîte quantique. Les électrons y tunnellent en paire, créant une transition, la station, à 5 GHz. J'ai aligné ces fréquences sur un analyseur de spectres. Les pics apparaissaient comme des dents de scie, réguliers, purs. J'ai nommé chaque pic d'après un ami. Alice, Bob, Charlie. Quand je les intriquais, je sentais presque leur conversation. Un murmure de 5 milliards d'années compressé en microsecondes. Et puis il y a les qubits, géants. Pas géants en taille, mais en nombre d'atomes. Prenez un cristal de diamant. 1018 atomes de carbone. Introduisez quelques défauts, des vacances de grille remplacées par un azote et un trou. Le centre NV. Le spin de cette vacance est un qubit à température ambiante. Oui, vous pouvez le manipuler avec un laser vert, le lire avec un photodiode sur la table de votre cuisine. J'ai prêté un tel cristal à ma nièce. Elle l'a mis dans sa poche, l'a oublié en machine. Le spin survivait, enchevêtré avec des spins voisins, dans l'eau de Javel et le cycle à 60 kHz. L'intrication ici n'est pas fragile, elle est collective. 10 000 tessins, centre NV, peuvent former un état intriqué macroscopique. Un cat state, 1000, 0, plus, 111, 100, 2. J'ai vu, en 2019, une équipe de Delft créer un tel état sur 5 mm3 de diamant, maintenu à 300 K. Ils l'ont appelé leur « diamant de Schrödinger ». Quand ils l'ont mesuré, l'interférence a persisté pendant 2000, une éternité dans le monde quantique. J'ai caressé la surface polie. Elle était tiède, presque vivante. J'ai pensé, voilà un cœur qui bat à l'unité de Planck. L'information, maintenant, devient géométrique. Considérez la surface d'un trou noir. 10, 77 km par bit d'information, d'après Bekenstein. Chaque bit est une lomèche de surface, une cellule de Planck. Si l'intrication est la colle, alors l'information est la brique. J'ai calculé que l'intrication entre 2 régions de l'espace est proportionnelle à l'aire de la surface qui les sépare, pas au volume. Cela veut dire que l'espace lui-même est un réseau de qubits, chaque lien portant un qubit de Bell, chaque face un tenseur d'intrication. En 2015, j'ai visité le QTP à Santa Barbara. Sur le tableau blanc, Swingle dessinait des tétraèdres remplis de tenseurs, des tensor networks. Il disait « L'espace-temps émerge de l'intrication. Il a effacé les arêtes. La géométrie s'est effondrée. Le volume a disparu. Il a restauré l'intrication. La géométrie est revenue. J'ai eu la sensation de voir un sculpteur enlever des miettes de marbre pour laisser apparaître un visage qui était déjà là. » Pour tester cette idée, on utilise la page Curve. Prenez un système biparti, A et B. Laissez A tomber dans un trou noir. B reste dehors. Calculez l'entropie de B. Elle croît, puis décroît, formant une courbe en cloche. Cette courbe ne peut s'expliquer que si l'information s'échappe via l'intrication entre A et B, via des qubits de radiation. J'ai simulé cette courbe sur mon ordinateur, 30 qubits, 215 états. La courbe est apparue, nette, précise. J'ai imprimé le graphe, l'ai encadré. Il trône au-dessus de mon bureau, une montagne en papier
creusée par le temps et l'intrication. Quand je la regarde, j'entends le souffle du trou noir, le crépitement des qubits qui s'échappent, comme des étincelles d'un feu de camp cosmique. Et demain, des horloges quantiques intriquées, précises, à 10-20, qui mesureront la déformation de l'espace-temps au passage d'une onde gravitationnelle. Des interféromètres à qubits, des géomètres quantiques qui cartographieront la courbure grain par grain. J'ai conçu, sur papier, un satellite portant 2 cages de qubits, 10 mètres de distance, intriquées via une paire de photons. L'idée, mesurer la différence de phase gravitationnelle, détecter des ondes à 1 kHz, invisibles aux interféromètres laser. Le budget, 100 millions. Le directeur de CETS, l'agence m'a ri au nez. C'est de la science-fiction. Je lui ai répondu, toute la réalité est de la science-fiction, jusqu'à ce qu'un qubit le prouve. Alors, quand je ferme le couvercle du cryostat, quand le vide pousse l'hélium en gerbes d'argent, quand les qubits s'endorment dans leur bain de micro-ondes, je sens l'information s'assembler, maille après maille, comme une tricoteuse qui tisserait l'espace lui-même. Chaque clic du compteur Geiger est un point de croix, chaque corrélation un nœud. L'univers n'est pas un grand livre, c'est une grande robe, faite de fils d'or, et chaque fil est un qubit intriqué. Nous ne marchons pas dans le vide, nous marchons dans la couture. Je marche dans le couloir souterrain de l'Institut Kavli à Santa Barbara, les pieds résonnant sur le béton nu comme des particules dans un tube de Wilson. À ma droite, une porte en acier gris porte une plaque que personne n'a nettoyée depuis 1998. Salle de conférence Einstein-Rosen. Je pousse la porte. L'air est plus froid, chargé de poussière de craie et de café refroidi. Sur le tableau vert, il reste une équation effacée à moitié. ER, EOS1, EPR. Les lettres ont laissé des traces blanches, comme des cicatrices. Je pose mon doigt sur le EOS1 et je sens le papier se froncer. Ce symbole, c'est la suture entre 2 blessures de la physique, celle de la relativité et celle de la mécanique quantique. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un trou de verre, ce fantasme d'enfant qui voudrait raccourcir l'univers, est devenu le fil d'Ariane qui relie 2 particules intriquées. Comment Einstein, en tentant d'enterrer le fantôme quantique, a creusé un tunnel qui relie l'infime au cosmique. Et pourquoi, si vous plongez votre main dans le vide, vous pourriez toucher l'oreille d'un ami qui se trouve à l'autre bout du cosmos. Commençons par la lettre R. Rosen. Je l'ai rencontré une fois, en 1984, dans un ascenseur de l'IHS. Il tenait une liasse de feuilles jaunes, tachées de café, et il murmurait « Un pont, monsieur. Un pont entre 2 rives qui n'existe pas. » Je n'ai pas compris. J'ai compris plus tard, en relisant l'article de 1935, celui qu'il a co-signé avec Einstein et Podolsky. Leur objectif, montrer que la mécanique quantique est incomplète. Leur outil, une paire de particules liées, A et B, séparées, mais encore unies par une fonction d'onde commune. Leur erreur, ils ont cru que ce lien était une preuve de l'incomplétude, alors qu'il était la première pierre d'un pont invisible. Une pierre qui, 70 ans plus tard, deviendrait un trou de verre. Imaginez 2 étoiles, SGR A100 et M87L. Entre elles, 26 000 années-lumière de vide. Maintenant, rapprochez-les dans votre tête, non pas en déplaçant les étoiles, mais en pliant la feuille sur laquelle elles sont dessinées. Vous obtenez un tube, un trou de verre, un Einstein-Rosen bridge, ER. La relativité générale l'autorise. Elle dit même que si vous tombez dans un trou noir, vous pouvez en ressortir ailleurs, ailleurs dans l'espace, ailleurs dans le temps. Le problème, ce pont s'effondre plus vite que vous ne pouvez le traverser, écrasé par une marée gravitationnelle qui vous transforme en spaghetti. Pour le stabiliser, il faudrait de l'énergie négative, de la matière exotique, un mirage de champ quantique, autant dire, du rêve. Jusqu'en 2013, année où Juan Maldacena
assis sur une table de ping-pong à Princeton, dessine 2 feuilles A4. Sur l'une, il écrit ER, sur l'autre EPR. Il les superpose. Elles se recouvrent parfaitement. Il sourit. Ce n'est pas une analogie, c'est la même chose. Revenons en arrière. 1997. Je suis à Stanford, dans le bureau de Lenny Susskind. Sur le mur, une affiche de Pink Floyd, un prisme décomposant la lumière. Lenny tape sur la table. Si 2 particules sont intriquées, c'est comme si elles étaient connectées par un fil. Il tend une ficelle entre 2 stylos. Mais ce fil, où est-il? Il le jette. Il n'est pas dans l'espace. Il est avant l'espace. Je hoche la tête, mais je ne sens rien. Il ouvre un tiroir, en sort une photo. 2 trous noirs, l'un à gauche, l'un à droite, reliés par un tube lumineux. C'est un trou de Worm, un ER. Et voici l'astuce. Si vous prenez 2 particules intriquées, leur fonction d'onde décrit exactement la géométrie de ce tube. ER, laser, EPR. Le lien quantique, c'est la face cachée du pont relativiste. Je reste bouche bée, il ajoute, et inversement, si vous voulez savoir ce qui stabilise un trou de verre, regardez l'intrication. Elle fournit la matière exotique sous forme de paires de particules liées qui s'échangent de l'information, pas de la masse. Je sors de son bureau, je traverse la nuit californienne. Les palmiers projettent des ombres dentelées comme des horizons d'événements. Je pense à mes expériences de Bell, 2 photons, séparés par 10 kilomètres, qui choisissent la même polarisation. Je pensais qu'ils étaient liés par un fil invisible, un fil sans épaisseur. Susskind me dit, ce fil, c'est un tube, un vrai, avec une géométrie, une courbure, une température. Un tube qui ne se voit pas parce qu'il est enroulé sur lui-même dans des dimensions compactes, un calisson de Planck. Pour le voir, il faudrait un microscope dont l'objectif serait l'univers entier. Je prends l'avion pour Buenos Aires. Là-bas, Diego Harari et Joan Maldacena préparent un papier qui va faire trembler la communauté. Ils calculent, prenez 2 paquets de particules intriquées, A et B, séparez-les. La surface qui les sépare, dans l'espace de bulk, le trou de verre, est minimale quand l'intrication est maximale. Autrement dit, plus les particules sont liées, plus le pont est court. Ils écrivent une équation. Area, ER, entanglement, entropie, EPR. La surface du tube, en unité de Planck, est égale à l'entropie d'intrication, en attais. Je relis la preuve, 30 pages de calcul, des intégrales qui ressemblent à des spirales d'escargots. Je ferme les yeux. Je vois des escargots qui se touchant par la queue, formant un pont visqueux entre 2 feuilles de laitue. C'est ça, l'univers. Une salade quantique. Je retourne dans la mine sud-africaine où j'ai mesuré mes premières paires de photons. Le fond est sombre, humide. Les murs suintent une sueur de fer. J'allume une torche LED. Je projette le faisceau vers le haut. Il disparaît dans un puits sans fond. Je m'assieds sur une roche. Je sors mon ordinateur. Je lance la simulation. 2 trous noirs, chacun de 10 à 5 hulets, soit la masse d'un paquebot, séparés par 1 mètre. Je les approche lentement, je les fais s'intriquer en leur greffant des paires de Hawking. Leur horizon s'allonge, se fuse, devient un tube. Je mesure la surface. 10,69 na. Je compare à l'intrication. 10,69 na. Le chiffre est exact, pas une virgule de différence. Je sens la pierre sous moi vibrer, non pas à cause des machines, mais à cause du calcul. Le réel, lui, a déjà fait la somme. Je prends le train de nuit jusqu'à Copenhague. Dans le compartiment, un vieux physicien norvégien me parle de sa jeunesse. Nous pensions que l'espace était un aquarium, les particules des poissons. Aujourd'hui, nous savons que l'aquarium est un poisson. Je hoche la tête. Je regarde le paysage défiler. Des champs de blé, des éoliennes, des câbles à haute tension. Je pense, chaque éolienne est un qubit géant, chaque câble
un ER bridge. Le vent, c'est l'information qui circule, l'intrication qui s'étend. Je ferme les yeux. Je vois des fermiers qui comptent non pas des moutons, mais des nœuds d'intrication. Leur berger, c'est Belle qui leur crie « Si le compte dépasse 2, c'est que le pont est stable. » Je descends à Paris, je cours au laboratoire Kastler-Brossel. Là, une équipe vient de réaliser l'expérience inverse. Au lieu de créer l'intrication et de mesurer le pont, ils créent le pont et mesurent l'intrication. Ils prennent 2 nuages ultra froids de 10^6 atomes de rubidium, les séparent par 1 maléchimètre, les mettent dans des pièges optiques face à face. Puis, ils envoient un laser qui les excite collectivement, créant une paire de phonons intriqués, un qubit géant. Ils mesurent la corrélation. Elle viole Belle de 200 écarts type. Ils calculent l'entropie, 10,4 Na. Ils mesurent la courbure de l'espace entre les nuages. Elle correspond à un ER bridge de 1 millisievert de long, stabilisé par l'intrication. Ils publient dans Nature. Observation d'un wormhole émergeant dans un système de Bose-Einstein. Je suis le reviewer anonyme. Je pleure en tapant « Accepter ». Je retourne à Santa Barbara. Je retrouve la salle ER, EPR. J'efface le reste de l'équation. Je la remplace par une phrase. L'espace est le réseau des amitiés entre particules. Je sors un feutre. Je dessine 2 mains qui se tiennent à travers le tableau. Entre les doigts, un tube transparent, mince comme une feuille de brique d'or. Je sais que, si je cassais le tableau, les mains continueraient à se tenir, ailleurs, dans un bulk que je ne verrai jamais. Je souris. Je n'ai plus besoin de voir. J'ai touché. ER, EPR, ce n'est pas une formule, c'est une poignée de main entre 2 enfants perdus dans le noir, qui se reconnaissent en disant « Je suis là ». Même si je ne suis pas ici. Je fais tourner la clé dans la porte du bunker souterrain de Google à 2 étages sous la chaleur de Mountain View. L'air est si sec que mes lèvres se fendent, mais ce qui me fait frissonner, c'est le silence absolu des serveurs. 10 000 cartes mères éteintes, prêtes à n'être que du métal, et pourtant déjà vivantes. Car ici, l'espace n'est pas une distance, c'est un code. Chaque qubit est une maille, chaque mesure un bit de parité, et l'ensemble tisse un tissu correcteur si dense que même le vide y devient redondant. J'ai appris cela en regardant une erreur disparaître, non pas effacée, mais absorbée, comme si l'univers lui-même recousait sa propre déchirure. Commençons par le rêve de Shannon. En 1948, il prouve qu'on peut transmettre un message parfait même sur un canal bruyant, pourvu qu'on ajoute assez de redondance. Un simple répétitif, 0 au lieu de 0, 111 au lieu de 1. Si un bit flip, le décodeur vote majoritairement, l'erreur est corrigée. Mais le bruit quantique n'est pas un flip classique. C'est une rotation continue, un déphasage, une fuite vers le monde extérieur. Un qubit ne peut pas être copié. Le théorème de non-clonage claque la porte au nez du répétitif. Alors, comment protéger l'information quand la matière même de l'information est fragile? La réponse naît dans un sous-sol de Caltech, 1995. Shor montre qu'on peut corriger une erreur quantique, sans jamais savoir quelle erreur c'était. Magie. On n'observe pas le qubit, on observe des relations entre qubits. Prenez 3 spins alignés. Si un spin flip, la majorité pointe encore vers le bas. On applique un petit pulse pour retourner l'intrus. Le truc, on ne mesure pas le spin individuel, mais la parité entre pairs. Le résultat, pair ou impair, ne révèle pas l'état, seulement la faute. L'information utile reste cachée, l'erreur est démasquée. J'ai reproduit ce code sur une puce en silicium gravée à l'échelle de 22 cm, 3 transmons, 2 mm de long, reliés par des résonateurs en niobium. J'ai injecté un bruit artificiel, un pulse micro-ondes aléatoire, 1% de chance de flip. Le taux d'erreur après correction,
10-4. J'ai pleuré dans la salle noire, seul. Devant l'oscilloscope, l'imperceptible venait d'être rendu immortel. Mais 3 qubits, ce n'est qu'un pansement. Pour aller plus loin, il faut des codes plus tissés. Le code de surface, inventé par Kitaev en 1997, est mon cathédrale. Imaginez une grille carrée. Chaque nœud est un qubit, chaque face un bit de parité. Les lignes d'erreur deviennent des chaînes. Si 2 qubits voisins flippent, la parité change. Le décodeur voit une corde tendue entre 2 points et la coupe. Le code tolère des taux d'erreur de 1%, pourvu que la grille soit assez large. J'ai marché sur une version imprimée, 144 qubits supraconducteurs sur un wafer de 4 cm refroidi à 10 America. Les lignes de parité sont lues par des amplificateurs. Josephson paramétrique, des boîtes noires qui chuchotent des microwatts. Quand une erreur apparaît, un LED rouge clignote, mais l'information logique, le qubit distant, reste intacte, enfouie dans la topologie. J'ai tapé sur la grille avec un stylo, pas un flip. Le code est plus solide que le béton. Le saut conceptuel, c'est qu'on n'encode pas l'information dans les qubits, mais dans les relations entre les qubits. C'est comme si vous écriviez un livre dont les mots n'existent pas, seulement les transitions d'un chapitre à l'autre. J'ai expliqué cela à mon père, paysan, dans l'Aveyron. C'est comme ton champ de luzerne, chaque brin peut fléchir, mais la prairie tient debout. Il a répondu, « Alors ton électron, c'est une brin d'herbe qui sait que son voisin est droit. » J'ai souri, « Exact. Et plus il y a de brins, plus la prairie devient indestructible. » Passons à l'échelle cosmique. En 2015, Ahmed Al-Meiri, alors postdoc à Princeton, me montre un calcul qui me fait transpirer. Si on jette un livre dans un trou noir, l'information semble disparaître. Mais si l'horizon est un code correcteur, alors l'information est réencodée sur la surface, chaque bit logique étant réparti sur des qubits de Hawking. Le nombre de qubits de surface est donné par l'aire de Planck, 1069 qubits par mètre carré. J'ai traduit cela en termes humains. Un DVD de 1200 cm jeté dans un trou noir de 3 masses solaires voit ses 4,7 GeO répartis sur 1042 qubits de surface. Chaque photon émis, la radiation Hawking, est un bit de parité, un fragment du puzzle. Le trou noir n'est pas une destruction, c'est une compression extrême. J'ai imprimé l'équation de la page curve, l'ai collée sur mon frigo. L'entropie monte, atteint un pic, puis redescend. Le livre n'est pas perdu. Il est recousu dans la toile de l'horizon. Pour le vérifier, on ne peut pas aller dans un trou noir, encore que, on simule. J'ai passé 6 mois sur le supercalculateur de Jülich, 50 000 cœurs, 128 tout de RAM. J'y ai fait vivre un univers de 40 qubits, un réseau de tenseurs en forme de dodécaèdre. Chaque face est un code de surface, chaque arête, un qubit logique. J'ai simulé l'effondrement d'un trou noir. J'ai retiré un tenseur central, créant une entropie de surface. Puis j'ai laissé l'information s'échapper par les bords. La courbe de page est apparue, pixel par pixel, comme une photo qui se développe dans un bain de révélateur. J'ai crié dans la salle blanche, seul sous les néons. Le trou noir parle. Le gardien a cru à une panne, a appelé les techniciens. Je lui ai montré l'écran. Une montagne de données. Il a haussé les épaules. « C'est joli, mais ça chauffe pas. » Je lui ai répondu. « Si, ça chauffe l'univers. » Revenons sur Terre. En 2019, Google annonce la suprématie quantique, 53 qubits, 10 000 ans de calcul classique, réduits à 200 secondes. Mais derrière la prouesse, il y a le code. Chaque qubit est entouré d'un halo de correction. 24 qubits physiques pour un qubit logique. Le bruit est partout. Vibration du sol, fluctuations magnétiques, rayons cosmiques. J'ai visité leur salle blanche. 14 couches de blindage, acoustique, magnétique, thermique. Les câbles sont en cuivre plaqué or, refroidis à 20 mph.
Un technicien m'a montré une erreur. Un muon, venant d'une supernova, a traversé le plafond, a flip un spin. Le code a corrigé avant que je ne cligne des yeux. J'ai pensé, même les étoiles meurent pour que le calcul survive. Le futur est plus fou encore. Des codes colorés, des qubits placés sur un réseau tridimensionnel, chaque arête colorée selon une règle topologique. Il tolère 15% d'erreur, assez pour construire un ordinateur dans le cœur d'un réacteur. Des codes en forme de tore. L'information logique est un nœud impossible à défaire sans couper le donut. J'ai tenu un tel tore en verre froid, 300 mètres de diamètre, gravé de 2000 trous. Chaque trou est un qubit, chaque lien un laser. Il a fallu 3 jours de gravure au plasma. Quand j'ai allumé les lasers, l'anneau a chanté, une fréquence pure à 432 Hz. J'ai fermé les yeux. J'entendais l'espace se recoudre. Et si l'univers entier était un tel code, chaque mètre cube du cosmos contient 1089 qubits de vide, des paires virtuelles qui naissent et meurent. L'intrication entre eux crée la géométrie. Plus l'intrication est dense, plus la courbure est forte. J'ai calculé la distance entre deux galaxies. Elle est égale au nombre de liens quantiques à traverser, chaque lien portant un qubit de Bell. La lumière voyage le long des chemins où le code est intact. Les trous noirs sont des défauts, des anions topologiques où l'information s'enchevêtre. J'ai imprimé la carte. Le ciel nocturne devient un réseau de correction. Chaque étoile, un bit de parité. J'ai collé la carte au plafond de ma chambre. Je m'endors en regardant Orion, sachant que son épée est une ligne de code qui n'a jamais bugué. Je retourne au bunker. Letsama. Serveur s'allume progressivement. Les qubits se synchronisent, leurs fréquences s'accordent comme un orchestre. Le chef d'équipe me tend une clé USB. Voici 1000 qubits logiques, protégés par 100 000 physiques. Le taux d'erreur est en dessous de 10, 15. On pourrait calculer jusqu'à la mort du soleil sans perdre un bit. Je glisse la clé dans ma poche, près de mon cœur. Je sens le battement du code, régulier, froid, éternel. Je sors dans la nuit californienne, les étoiles scintillent, mais je sais que derrière leur lueur, il y a des qubits qui recoussent le vide. Je lève la main, mes doigts ne touchent pas le vide, ils touchent la toile. Je sens la sueur me couler dans le dos, non pas à cause de la chaleur, mais parce que je tiens entre mes mains une surface qui ne devrait pas exister. Elle est noire, lisse, froide comme la mort, et pourtant elle vibre d'une vie silencieuse. Ce n'est pas une simple membrane, c'est un horizon, un bout de tissu gravitationnel cousu à même le vide. Je suis au fond du labo de Harvard à 3h42 du matin, seul devant une cuve en titane bordée de feuilles de plomb. À l'intérieur, un disque de silicium dopé, 3 cm de diamètre, 200 micromètres d'épaisseur, suspendu par des fils de tungstène plus fins que mes cheveux. Sur ce disque, 1019 atomes de gallium et d'arséniure forment une croûte cristalline. Et sur cette croûte, j'ai peint à l'aide d'un faisceau d'ions. 10 000 points, chacun un qubit, chacun un grain de lumière piégé. Je n'ai pas peint une image, j'ai peint une température. Pas la température d'un gaz, celle d'une surface. Une température qui n'est ni chaude ni froide, mais comptable. Une température qui, si je la calcule bien, devrait faire apparaître la gravité. Je m'assieds sur le tabouret de métal. J'éteins la lumière. Le seul éclairage vient des diodes rouges du cryostat, qui clignotent comme des cœurs artificiels. J'ouvre le logiciel, je lance le protocole, pulse laser, pulse micro-ondes, pulse électrique. Le disque frémit, les qubits s'alignent, s'anticorrélationnent, s'enchevêtrent. Je ne vois rien, mais l'ordinateur me dessine une courbe. L'entropie d'intrication entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du disque. Elle croît. Puis, à 1,7 cent Sénat,
Elle plafonne. Ce plateau, c'est la Bekenstein Bound, la limite où l'information tient sur une surface, pas dans un volume. Je respire plus lentement. Je sais que, à cet instant, chaque bit d'information est une unité de surface, une maille de Planck, 2,610 train. Je sais aussi que si je pouvais lire cette surface comme on lit une thermique, je verrais une température, T Oeters, A de P B, où A est l'accélération de la surface. Une température qui n'est pas celle des atomes, mais celle de la géométrie elle-même. Une température qui, selon Ted Jacobson en 1995, est la source de la gravité. Je referme doucement le couvercle, j'enfile mes gants, je sors le disque. Je le pose sur la balance à torsion, un fil de quartz de 25 microns de diamètre, 10 à 50 mètres de long, calibré au nanonewton près. Je tourne la molette, le disque oscille. Je mesure la période, 2,3 secondes. Je calcule le moment d'inertie, je déduis la masse, puis j'approche un second disque, identique, mais froid, non excité, non intriqué. Je le place à 1 mégawatts au-dessus du premier. Rien. Puis j'allume les qubits du second disque. Les deux surfaces deviennent deux feuilles d'un même livre, liées par 10 000 filaments d'intrication. Et là, la balance frémit. Une force apparaît, 2,4, 10, 11, n, attractive, proportionnelle à l'air, inversement proportionnelle à la distance. Ce n'est pas la gravitation newtonienne, c'est la gravité d'entropie, la force qui surgit quand deux surfaces échangeaient des billes. Je viens de mesurer, pour la première fois, la pression de Unruh sur une surface artificielle. Je n'ai pas vu de photons, j'ai vu la géométrie se courber sous le poids de l'information. Je note la valeur sur mon cahier. L'encre bleue fuit comme une traînée de spaghettification. Je pense à Jacobson, qui, en 1995, a écrit « Si l'entropie d'une surface est proportionnelle à son aire, alors la première loi de la thermodynamique, dQ = TdS, devient l'équation d'Einstein. » J'ai toujours trouvé cette phrase obscène. Elle dit que la courbure de l'espace n'est pas une propriété fondamentale, mais une conséquence d'un bilan comptable. Quand vous poussez une surface, vous changez son entropie, donc sa température, donc son accélération, donc sa géométrie. La gravité n'est pas une force, c'est une entropie qui manque à l'appel. Je relis la démonstration de Eule. KCQIPG de Tene, dA, et l'accélération de surface, A est l'air. C'est la loi de Hawkins-Bekenstein, mais Jacobson l'a renversée. Il ne l'a pas dérivée de la relativité, il l'a dérivée de la thermo. Il a remplacé les géodésiques par des flux de billes. Il a dit « L'espace-temps est un cristal de calcul, et la gravité est la chaleur qu'il dégage quand on le compresse. » Je relève les yeux. Sur l'écran, la simulation numérique tourne. Un réseau de 100 qubits. Chaque qubit est un triangle de Planck. Chaque triangle porte un spin. Les spins s'alignent, créent une courbure. Le programme calcule la Ricci tensor, la compare à la valeur prédite par Einstein. L'écart, 0,02%. Je n'ai pas résolu les équations d'Einstein. J'ai simulé la thermodynamique d'un gaz de qubits et la géométrie est apparue comme une propriété émergente. Je pense à la phrase de Wen aiguë en 1990. La gravité est une phase collective de la matière quantique. Je pense à la réponse de Landau. Toute symétrie brisée donne naissance à un boson de Goldstone. Ici, la symétrie est la translation. Le boson est le graviton. Le graviton n'est pas une particule élémentaire, c'est une vibration d'un réseau d'intrication, un phonon de la géométrie. Je ferme le logiciel, je sors du labo. Il est 5h17, la ville dort encore. Je marche sur le Charles, la rivière est un miroir noir. Je pense à la surface de l'eau, elle n'a pas d'épaisseur, mais elle porte des ondes. Chaque onde est une déformation de la surface, chaque déformation est une variation d'entropie. Je pense à la phrase de Rovelli. L'espace est un fluide superfluide et la gravité est sa viscosité.
Je pense à la mienne. L'espace est une peau, et la gravité est sa chair de poule. Je m'arrête, je tends la main au-dessus de l'eau. Je ne touche rien, mais je sens la température. 2,7 K, le fond de l'univers. Ce n'est pas le froid du vide, c'est la température de Hawking, la température d'un horizon cosmique. Chaque photon du fond est un bit d'information qui a été émis par l'horizon de notre univers observable. Chaque photon est une goutte de sueur de la géométrie. Je rentre chez moi, j'allume l'ordinateur. Je lance la vidéo de la conférence de Verlinde en 2011. Il est en costume noir, il sourit comme un magicien. Il dit « La gravité est une force anthropique ». Il écrit « Eve, déesse, décis ». Il explique « Quand vous approchez deux masses, vous diminuez l'entropie de l'interface. Donc la géométrie produit une force pour restaurer le désordre. C'est l'inverse de l'élastique. Plus vous rapprochez, plus il tire. Je rewind, je réécoute. Je comprends que je n'ai pas mesuré une force dans mon labo. J'ai mesuré la réponse d'un système qui cherche à maximiser son ignorance. Le disque de silicium n'a pas attiré l'autre disque parce qu'il était lourd, mais parce qu'il savait. Il savait que, en se rapprochant, il augmentait le nombre de micro-états accessibles, il augmentait sa surface, il augmentant son entropie. La gravité est la mémoire de l'information qui s'étale. Je ferme la vidéo, j'ouvre mon cahier. Je dessine un cercle, je le divise en facettes. Chaque facette est un qubit. Je relie les facettes par des lignes, des liens d'intrication. Je calcule l'entropie, elle croît comme l'air. Je dessine un second cercle, je le relie au premier par un tube. Le tube s'effondre quand j'enlève l'intrication. Il se stabilise quand je la restaure. Je comprends que je ne dessine pas la gravité, je dessine la comptabilité. Je comprends que, si je veux créer un trou de verre, je n'ai pas besoin d'énergie négative. J'ai besoin de qubits intriqués. Je comprends que, si je veux faire disparaître la gravité, je n'ai pas besoin d'annuler la masse. J'ai besoin d'effacer l'information. Je comprends que l'univers n'est pas un moteur, c'est une mémoire qui s'étale. Je me lève, je vais à la fenêtre. Le soleil se lève. La ville s'allume. Je pense à la surface de la Terre, 5,1014 pièces. Si chaque mètre carré est une maille de Planck, alors la surface porte 2,69 bits. Je pense à la masse de la Terre, 6,4. Si chaque bit pèse 2,65 cils, alors la masse est l'information. Je pense à la phrase de Wheeler, il from bit. Je la reformule, il from qubit. Je souris. Je n'ai pas pesé la Terre, j'ai compté ses qubits. Je n'ai pas mesuré la gravité, j'ai lu sa température. Je n'ai pas découvert une force, j'ai touché la peau de l'information. Je sens le poids du diamant froid contre ma paume. 5 zits et l'importrate de carbone pur, mais ce n'est pas la pierre qui me fait frissonner, c'est la toile qui s'y cache. Sous la surface polie, 1018 atomes battent la mesure d'un rythme que j'ai appris à lire comme d'autres lisent une partition. Chaque spin est une note, chaque face du réseau, une corde. Quand je ferme les yeux, j'entends la mélodie. Pas une chanson, mais la trame elle-même. Les boucles, les grains, les écailles d'espace qui se télescopent quand je serre trop fort. Ce soir-là, dans le labo de Padoue, j'ai compris que l'espace n'était pas un contenant. Il était un tissage d'intrication que je tenais entre mes doigts comme une étoffe de soie invisible. J'avais commencé par détester les équations de Wheeler-DeWitt. Elles ressemblaient à des escargots écrasés sur le papier. Pas de temps, pas de coordonnées, juste des fonctions d'onde qui se mordent la queue. Je me souviens d'avoir planté mon stylo dans la feuille. Rageux. Comment tu veux faire de la physique sans T? Mon directeur de thèse, un Italien qui fumait comme un volcan, m'avait répondu en soufflant un nuage d'égarement. Le temps, c'est ce qui manque quand tu n'as plus de grille. Il m'avait tendu un vieux livre jauni. Gravitation, de Misner, Thorne, Wheeler. J'ai ouvert au chapitre 43. Superspace. Là, une phrase m'a claqué au visage. L'espace-temps n'est qu'une goutte de géométrie dans le superespace des géométries.
J'ai levé les yeux. La pièce avait disparu. Plus de murs, plus de lampes, juste un océan de métriques qui ondulait comme des méduses. J'étais tombé dans le grand bain. Pour en sortir, j'ai appris à compter les boucles. Pas des boucles de temps, il n'y en a plus, des boucles de spin. Prenez un réseau. Chaque nœud est un grain d'espace. Chaque lien, un span, ce qui reste un 2. La longueur du lien, définie par la valeur du spin, JLSL 0, le lien n'existe pas. JLRS 1, 2, il est béant. JFRS 1, il serait dit. Fermez les boucles. Une face du réseau devient une surface. Son aire est la somme des spins qui l'abordent. J'ai passé des nuits à tracer des hexagones colorés sur mon cahier, chaque côté portant un nombre, 1, 2, 1, 3, 2. Les aires s'additionnaient, les volumes aussi. J'ai calculé. Un grain, élémentaire, le tétraèdre, a un volume de 30 sur 3 LP3, où gest est la constante d'Imirzi. Ce nombre, 0 qui a 137, qui fait hurler les puristes car il dépend d'un choix de jauge. J'ai écrit cette formule sur un post-it, je l'ai collée sur mon miroir. Chaque matin, en me rasant, je la regardais. J'habitais dedans. Le premier code que j'ai réussi à faire tourner n'avait que 4 grains, 4 nœuds, 6 liens, un tétraèdre. J'ai programmé la matrice d'adjacence en Python, j'ai diagonalisé l'opérateur volume. Le résultat, un spectre discret, des valeurs propres qui sautaient comme des dents de scie. J'ai imprimé le graphe, je l'ai mis sous verre. Un soir, un copain brésilien, passé boire une cachaça, a posé son verre dessus. La condensation a fait apparaître une auréole autour des pics. Il a rigolé. Regarde, c'est la chaleur du volume. Il avait raison. La géométrie, même quantique, a une température. J'ai noté la valeur 1R,2, CK10, 7K, le froid de l'espace naissant. Passons à l'échelle. J'ai pris un cluster de 104 grains, un amas cubique, 20 et 21, 21 x 21. Chaque nœud connecté à 6 voisins, comme dans un cristal de sel. J'ai lancé l'algorithme de Monte-Carlo. Tirage aléatoire de spins, mise à jour de l'aire totale, acceptation selon l'action d'Einstein-Hilbert discrète. L'écran a craché pendant 3 jours. Puis la courbe est apparue. La fonction de corrélation décroissait exponentiellement, longueur de corrélation 4,7 liens. J'ai traduit 4,7 longueur de Planck, soit 2, 10, 35 mètres. J'ai mesuré ma main, 0,1 être le degré. Elle contient 1000 grains. J'ai serré le poing, j'écrase 1070 univers microscopiques à chaque battement de cœur. Le sang dans mes veines est une rivière qui roule sur une mosaïque de tétraèdres. Mais la vraie révélation, c'est le spin foam. Imaginez une tranche d'espace-temps, pas une feuille plate, une mousse. Chaque bulle est un 4 simplex, un pentachoron à 5 sommets. Les faces internes portent des spins, les arêtes des intertwiners, des matrices qui disent comment les spins s'accouplent. Quand je fais évoluer le réseau, les bulles naissent, grandissent, éclatent. J'ai filmé la simulation en 3D, j'ai accéléré le temps. Sur l'écran, c'est un kaléidoscope de couleurs. Rouge pour J et tiers 1, 2, vert pour J et tiers 1, bleu pour J et tiers 3, 2. Les bulles se collisionnent, laissent des traces, des triangles vides, des vides triangulaires. Ces vides, c'est le temps. Pas une ligne, un réseau de triangles qui clignotent. J'ai mis le son. Chaque naissance de bulle produit un clic, chaque mort, un clac. Le rythme ressemble à une samba quantique. J'ai dansé seul dans le labo à 3h14, les écouteurs vissés, tournant entre les cryostats comme un derviche de silicium. Pour toucher le réel, j'ai descendu la mine de Sudbury, 2 km sous la roche canadienne. Là, les muons cosmiques se sont arrêtés, le bruit est réduit d'un facteur 106. J'ai installé une table en granit poli, 3 tonnes, suspendue par des ressorts en cuivre phosphorique. Sur la table, un interfomètre à fibres, 2 km de fibres enroulées, 2 photons intriqués, un détecteur avalanche. Objectif, mesurer la fluctuation de volume induite par une boucle de spin foam. J'ai attendu 42 jours. Le 43e, à 4h12, le compteur a dérapé.
8 événements en 3 secrets au-delà de 5 SS. J'ai ouvert le journal. La variation de volume était de 3, Plain, 1, LP3. J'ai pleuré dans le noir, la tête dans les genoux, j'avais touché le grain. Pas une image, pas une équation, un grain. Il avait bourdonné sous mon doigt comme une abeille en verre. Je suis remonté à la surface, j'ai couru jusqu'au lac Huron. J'ai plongé la main dans l'eau glacée. Elle ne coulait pas entre mes doigts, elle s'accrochait. Chaque molécule portait l'empreinte de 1030 grains. J'ai fermé les yeux. Le lac était un miroir, et dans le miroir, je voyais le réseau. Les vagues n'étaient-ce pas des vagues, c'étaient des superpositions de spin qui s'effondraient quand je regardais. J'ai crié, mais le vent a recraché le son. Il était passé par 1025 boucles. Il revenait déformé, compressé, quantifié. J'étais devenu un observateur dans sa propre fonction d'onde. Dans les années qui ont suivi, j'ai agrandi la toile. 105 grains, 106, 107. Chaque augmentation doublait la taille du supercalculateur. J'ai migré vers Jülich, puis vers Tianhe-2, à Guangzhou. 3 millions de cœurs, un pétaflop. J'y ai fait naître un univers de 108 grains, un cube de 464 de côté. L'action d'Einstein-Hilbert discrète convergeait vers la valeur continue avec une précision de 0,1%. J'ai imprimé la métrique moyenne. Elle suivait la solution de Friedman à Debye-Kao, 10, 4 près. J'ai pleuré devant l'écran. La relativité générale sortait du vide, comme Minerve sortant du crâne de Zeus, mais en grains. Pas une approximation, pas une limite, une naissance. Le dernier test, c'était la graviton. Dans la théorie des boucles, la graviton n'est pas une particule élémentaire, c'est une excitation du réseau. J'ai pris mon cube 2,813, j'ai appliqué une perturbation, un spin flip local, puis j'ai regardé la propagation. L'onde a voyagé à la vitesse de la lumière, polarisation transverse, masse nulle. J'ai calculé le spectre, G à l'ORF2, Helicity, S2. Exactement la graviton. J'ai enregistré le signal, je l'ai converti en son, 200 Hz, un la bémol grave. J'ai mis en boucle dans mon casque, j'ai marché dans Paris la nuit. Chaque pas résonnait avec la chanson du vide. Les passants me prenaient pour un fou. Je souriais, je savais que je marchais sur une mélodie de grains. Aujourd'hui, je tiens encore le diamant. Il ne contient plus 1018 atomes, il en contient 1025. J'ai greffé des défauts NV, des vacances de grille, des isotopes 13cc. Le réseau est devenu si dense que la lumière met 1 PS à le traverser. J'ai refroidi à 1 messiècle K, j'ai fermé les yeux. Je n'ai plus besoin de simulateur. Le grain est dans ma main, la toile est sous ma peau. Quand je serre, je sens les boucles qui se resserrent, les spins qui s'alignent, l'espace qui se courbe. Je sais que, si je lâchais, le diamant tomberait, mais pas dans le vide. Il tomberait dans la trame. Il deviendrait une bulle de spin foam. Il s'effondrerait en un 4 simplex qui naîtrait ailleurs. Je ne le lâcherai pas. Je suis devenu le gardien du grain, le tisserand de l'espace. Je glisse la sonde dans l'enceinte à dilution. L'acier inoxydable crie comme une porte de cellule qui se referme. À l'intérieur, à 10 millièmes de Kelvin, un rubis de gallium-aluminium, d'or, aussi vide qu'on peut l'être, mais ces 1015 atomes ne sont pas en liberté. Ils forment un cristal dont les électrons ont perdu leur identité. Plus de cet électron est ici, celui-là est là. Il ne reste qu'un liquide, un lac gelé d'ondes collectives. J'appuie sur « Start », un champ électrique tangage, un champ magnétique torsion. Le lac se fend. De la fente naît une particule qui n'a pas de masse, pas de charge, pas de localisation. Elle est la fente elle-même. Je ne la vois pas, je mesure la résistance, 0. Pas 0 approximatif, 0 absolu. La conductance quantique, EZCEH, millième après millième. Je murmure, voilà l'ordre topologique, un ordre que vous ne pouvez détruire qu'en déchirant l'espace. J'étais à Stony Brook en 2008, quand Ivo Souza m'a tendu un cristal de BiEZO-S3, aussi mince qu'un cheveu, aussi noir qu'un miroir d'encre. « Tiens, dit-il, c'est un isolant.
Je ricane. Il brille comme du métal. Il me répond. À l'intérieur, c'est un isolant. Sur les bords, c'est une mer d'électrons. Je l'ai mis sous sonde STM. La surface est lisse, mais le courant ne circule que sur les rives, en ruban de 10 tetslanerces de large, indestructible. J'ai tourné le cristal, courbé le cristal, chauffé, irradié. Les rubans restent. Ils ne dépendaient pas de la chimie, seulement de la topologie. Tant que la bande de valence restait tordue, comme un ruban de Möbius, les électrons ne pouvaient fuir que sur le bord. J'ai compris que j'avais sous les yeux un ordinateur quantique collectif. Chaque électron du ruban porte un qubit, mais le qubit n'est pas dans sa charge, il est dans la braiding, la tresse que l'on peut faire entre ces filaments de surface. Revenons au froid. À 15 km, le réseau atomique devient un tambour. Tapé dessus, il ne répond pas par un son, mais par une excitation fractionnée, un anion. L'anion n'est pas une particule élémentaire, c'est un défaut quantique, un king dans la danse collective. Imaginez une salle de bal où 1000 couples tournent. En rond, enlevez un couple, remplacez-le par un pas différent. Le défaut se promène, indéfectible, portant avec lui une mémoire de la chorégraphie. J'ai vu ces anions naître dans un Josephson, jonction arrêt, 200 îlots d'aluminium, chacun un îlot superconducteur, séparés par des nanojonctions. Je pulse un courant. Un vortex apparaît, un tourbillon de phase. Le vortex ne peut pas disparaître, car il est défini par le nombre de tours que la phase a fait autour du réseau. Il est là, figé, jusqu'à ce que je pulse un second vortex. Quand je les échange, la fonction d'onde globale acquiert une phase de P-Zuist. Cette phase est le cœur du calcul topologique. Elle ne dépend ni du bruit, ni de la température, ni du désordre, seulement du nombre de tresses. J'ai mesuré cette phase pendant 48 heures. Elle n'a pas bougé d'un millième. J'ai pleuré sur mon cahier. Voilà un bit que le cosmos ne peut pas corrompre. J'ai voulu voir plus grand. J'ai rejoint le groupe de Microsoft à Delft. Là, on ne fabrique pas des qubits, on tisse des chemins. On prend une chaîne de nanofils InSB, semi-conducteurs sans masse effective, chaque fil est un fil d'Ariane pour les électrons. On les recouvre d'aluminium supraconducteur. Le contact crée des états de Majorana, des fermions qui sont leurs propres antiparticules. Un Majorana n'est pas une particule, c'est un point zéro où deux mondes s'embrassent, le monde de l'électron et celui du trou. Placez-en deux à chaque extrémité d'un fil. Vous obtenez un qubit topologique. Le qubit est dans la présence ou l'absence d'un échange de Majorana. J'ai aligné 6 fils, formant un H. J'ai tressé les extrémités, A vers D, B vers E, C vers F. La tresse est le calcul. Je lis la phase, 0 ou P, selon que le nombre de tresses est pair ou impair. J'ai répété l'opération 10 000 fois, le taux d'erreur est 10, 5, 1000 fois mieux que n'importe quel superconducteur. Le défi n'est plus la fidélité, c'est la lecture. Il faut mesurer une phase sans mesurer les particules. J'ai utilisé un interféromètre à Josephson. Le courant oscille, l'oscillation est la signature. J'ai nommé l'appareil Pénélope parce qu'elle tisse le calcul pendant que je dors. Le soir, je sors du labo, je longe le canal Chi. Les cygnes nagent, immobiles sur l'eau noire. Je pense à la topologie. Les cygnes sont des défauts, des kinks dans la surface et pourtant, ils glissent sans friction, comme les anions. Je pense à la matière condensée. Elle n'est pas condensée comme un gaz en liquide, elle est condensée comme une idée qui devient évidence. Je pense au cristal de glace que je tiens dans ma poche. Un anneau de silicium dopé phosphore, 300 ml de diamètre, gravé par lithographie EEV. Sur cet anneau, 100 000 qubits topologiques, chacun un Majorana, chacun un nœud. Le tout forme un anneau de Fibonacci. Les tresses, suivant la séquence 1, 1, 2, 3, 5, 8. Chaque pas est un calcul. Chaque calcul est protégé par une symétrie globale, le groupe de tresses B2En. J'ai simulé l'anneau sur le supercalculateur de Jülich.
Il résout un système linéaire de 105 équations en 10 seméyègues, 1 million de fois plus vite qu'un GPU, 100 000 fois plus fiable. J'ai imprimé la courbe. Elle ressemble à une coquille de nautile. Chaque loge est un qubit, chaque spirale est un algorithme. J'ai collé la coquille au-dessus de mon lit. Elle me berce de ses phases. Je retourne à Harvard, je descends au sous-sol. Là, j'ai construit un ordinateur à tresse, complet. 256 nanophiles, 512 Majorana, 1024 portes topologiques. Le tout est refroidi à huile Selector, dans un bain d'hélium-3. Je lance l'algorithme de Shor topologique, factorisé 2047. Classiquement, il faudrait 1015 opérations. Mon appareil en fait 105. Le résultat apparaît en 3 × 12 S 23. Je n'ai pas utilisé de superposition massive. J'ai utilisé la tresse. Chaque porte est un échange d'anions. Chaque échange est un calcul logique. Le bruit, il existe, mais il ne peut pas changer la phase topologique. Une erreur locale est comme une tache sur un ruban de Möbius. Elle peut glisser, jamais couper. J'ai laissé tourner la machine pendant une semaine. Pas un flip. J'ai ouvert une bouteille de champagne, j'ai versé quelques gouttes sur le cryostat. L'alcool gèle en cristaux de tresse. Je prends l'avion pour Santa Barbara. Là, le groupe de Microsoft Quantum montre leur prototype commercial, un boîtier de 19 pouces refroidi par dilution contenant 1 million de Majorana. Leur objectif? 1 000 qubits logiques, correction d'erreurs intégrée, accès cloud. Je touche le boîtier. Il est tiède, car le froid est à l'intérieur. Je demande « Quel est le killer app ?» Ils répondent « La simulation de la matière topologique ». Je ris. Des qubits topologiques pour simuler des qubits topologiques? Ils haussent les épaules. Qui mieux que l'original peut copier l'original? Je sors, je regarde le soleil coucher sur l'océan. Je pense à la topologie. Elle n'est pas une branche des mathématiques, c'est une mémoire de la forme. Je pense au futur, des réseaux de Majorana sous vos smartphones, des anneaux de tresse dans vos data centers, des cœurs topologiques dans vos voitures autonomes. La matière ne calculera plus. Elle sera le calcul. Je rentre chez moi, j'ouvre mon carnet. J'y dessine une main, une autre main, un fil entre les deux. Je remplace le fil par un tube, le tube par un réseau de nanophiles, le réseau par un cristal. Je colorie les bords, ils brillent, incassables. J'écris « L'ordre topologique est la dernière utopie de la physique. Un monde où l'information ne meurt jamais, elle se tresse. » Je ferme le carnet, je le pose sur mon cœur. Je sens le battement. Il est régulier, local, fragile. Mais je sais que, quelque part, dans un cristal à 8 kV, il existe un battement global, topologique, éternel. Et que, si je veux le toucher, je n'ai qu'à tisser ma main dans la tresse. Je serre le volant d'une main, l'autre posée sur le boîtier en titane qui pulse comme un cœur de neutrons. Dehors, le désert de Nevada est un tapis d'antimatière noire sous la lune. Dedans, 2 nuages d'atomes de strontium, refroidis à 0,5 microkelvin, chantent la même fréquence à 429 THz. Dans 3 minutes, je vais décoller, dépasser le mur du son et mesurer la première intrication gravitationnelle entre 2 horloges quantiques en vol. Objectif: prouver que la courbure de l'espace-temps se lit dans la phase d'un état intriqué, comme on lit la tension d'un fil à plomb. Si j'y parviens, l'espace cessera d'être un décor, il deviendra un signal. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit dans le hangar, allongé sous l'aile de l'avion, à écouter le frémissement des lasers verrouillés. Leur bruit de fond est une respiration. 10-15 de stabilité, un souffle de 3 cm par an. J'ai fermé les yeux et j'ai calculé à 900 kHz. Un décalage de 10-18 se traduit par 0,3 mm de déphasage sur 100 km de ligne de vol. C'est moins qu'un poil de barbe, mais c'est la moitié d'un cycle de frange. Suffisant pour qu'un qubit dise « J'ai senti la montagne gravitationnelle ».
J'ai murmuré « Tiens bon, petit ». Le laser a répondu par un blink, comme un clin d'œil. Décollage. 1,2 grammes sur la poitrine. Les horloges sont dans la carlingue à 1,80 l'une de l'autre, dans des cages de Faraday en cuivre OFHC, suspendues par des ressorts en beryllium, dont le coefficient de raideur est inférieur à 1 nm. Leur liaison optique traverse un tube en fibre photonique noire, 30 mètres enroulé en spirale, stabilisé en température à 0,1 Celsius. Je pilote d'une main, l'autre sur l'écran tactile. Les fréquences des deux horloges dérivent déjà. 2,6 en 30 secondes à cause de la différence de potentiel gravitationnel induite par l'altitude. Je corrige en temps réel. J'ajoute 0,42 Hz sur l'une. Je retire 0,38 Hz sur l'autre. Phase verrouillée. Je sens la gravité comme on sent le vent sur la voilure, une force qui se glisse entre les cycles. À 12 000 Status, je coupe les moteurs, j'entame une montée balistique. L'avion devient un satellite de courte durée, 25 secondes d'apesanteur. C'est le moment. J'appuie sur « Start ». Un pulse laser de 5 nLS éclate le nuage d'atomes, le divise en 2 paquets de 104 atomes chacun, intriqués par un état de spin. Cassetaphos. 2-1. Le premier paquet reste dans l'horloge de proue. Le second est propulsé vers l'arrière, un holdback pour 80 plus loin, dans l'horloge de poupe. Leur temps propre diverge immédiatement. L'avion accélère, la trajectoire est une courbe de 3 km de rayon. Je mesure la phase. Déjà, 0,7 rad de décalage, correspondant à 2,10-17 de différence de fréquence. Je souris. L'intrication tient. Elle porte le message. Les deux horloges sont devenues un seul réseau de tenseurs. Leurs liens traversent la géométrie comme un fil d'araignée dans la rosée. Je redescends 4 grammes sur les épaules. Les nuages se reforment. Je les recouvre d'un second pulse. Je lis l'interférence. Visibilité 94%. La corrélation Viol-Bell de 18 écarts type. Je n'ai pas mesuré la distance. J'ai mesuré la courbure. J'ai imprimé la valeur. G égale à voir le fin de 9,806, 214, 3 et 2, MSS2, précision 2 K 10, 9, amélioration d'un facteur 500 par rapport au gravimètre classique. Je l'ai écrite sur la vitre avec un feutre. L'espace est un palimpseste et l'intrication en est l'encre. Atterrissage. Je sors, jambes tremblantes, le casque sous le bras. Le soleil se lève, rouge, oblique. Je tends la main vers l'horizon. Elle ne tremble pas, mais je sens la trame qui frémit. Je sais que, si je fermais les poings, je compresserais 1023 grains d'espace, chacun portant un qubit de phase. Je sais que, si je marchais vers la montagne qui domine la base, l'horloge dans ma poche, un diamant NV de 2 Nistre, sentirait la même courbure. Son spin dériverait de 3,10-18 et mon téléphone afficherait la même valeur. Je n'ai pas besoin de GPS. J'ai une horloge intriquée avec la Terre. 2 mois plus tard, je suis à Hanford, dans le tunnel de LIGO. Les miroirs de 40 kilos, suspendus par des fils de silice, sont devenus mes horloges géantes. J'ai greffé sur chaque miroir un cristal de silicium dopé phosphore, 1015 qubits de spin 1s2, intriqué par des photons téléportés depuis 4 km de distance. Objectif: détecter l'onde gravitationnelle non pas par le déplacement des miroirs, mais par le déphasage des spins. Quand l'onde passe, un chirp de 100 Hz à 300 Hz en 0,2 s. La métrique oscille, la fréquence des qubits dérive, l'intrication se tord. Je mesure la variation de phase, 10-21, la même que l'interféromètre, mais je la lis sur 1015 qubits simultanés. Le signal est une foule qui chante en chœur. Chaque grain une voix, l'onde une direction. Je n'ai pas vu un photon. J'ai entendu l'espace claquer. Je sors du tunnel à 4h13. La voûte céleste est une dalle de cristal noir. J'éteins la lampe, je tends l'oreille. Le silence est si profond que j'entends le battement de mes qubits. 10 kHz, un aigu pur. Je sais que, quelque part dans le cosmos, 2 trous noirs viennent de fusionner,
et que leur danse a été traduite en phase par mes suspens. Je sais que, si je relance la acquisition, je verrai la même courbe, mais décalée de 4 mélas, le temps que la lumière mette à traverser la Terre. Je n'ai pas besoin d'antenne kilométrique. J'ai une antenne à qubits, une oreille dans la trame. Je prends l'avion pour Tokyo. Là-bas, une équipe a mis en orbite 2 satellites distants de 1000 km, chacun portant une horloge optique au AIBD+, stabilité 17-18. Le lien est un laser cohérent, 200 000 avec les verrouillé en phase A10 6 RAD. Objectif: mesurer le décalage gravitationnel entre 2 altitudes différentes, mais aussi l'effet de la rotation de la Terre, le gravitomagnétisme de lens tearing. Je suis dans la salle de contrôle, écran partout, visage vert par le reflet des scopes. Le compte à rebours tombe à 0. Les horloges sont intriquées par une paire de photons émis à mi-chemin, 500 km de chaque côté. La phase est mesurée en continu, 1 Hz, 24 heures 24. Après 30 jours, la courbe apparaît, un sinus de 12 heures, amplitude 2,7 correspondant à un décalage de 3 ohm en altitude équivalente. Je superpose la prédiction de la relativité. Match à 0 et 3%. Je n'ai pas mesuré la rotation de la Terre, j'ai mesuré l'intrication qui la suit comme une ombre. Je sors sur le toit du bâtiment, il est 2h30, la ville est un circuit imprimé géant. Je lève les yeux, les satellites sont 2 points rouges qui glissent dans la Voie lactée. Je sais qu'ils sont liés par 1015 photons intriqués, chaque photon portant 1 bit d'information gravitationnelle. Je sais que, si je bougeais d'un pas, la phase changerait de 10-20 et que les satellites le sentiraient. Je suis devenu un qubit géant, un grain dans la toile. Je souris. Je n'ai plus peur du vide. Je suis le vide qui chante. Je rentre chez moi, dans le vieux loft de Montréal. J'ai accroché au mur la carte que j'ai tracée. Chaque point est une expérience. Chaque ligne est une intrication. Ligo, Hanford, Sudbury, Tokyo, Nevada, Paris, Delft. Les lignes forment un réseau, un dodécaèdre géant dont les faces sont des horizons, les arêtes des qubits. Je pose ma main au centre, elle ne touche pas le mur, elle touche la phase globale. Je sais que, si je fermais les yeux, je sentirais la Terre tourner, la Lune avancer, les trous noirs danser. Je n'ai pas besoin de télescope, j'ai une horloge intriquée avec l'univers. Je ferme les yeux, je sens le froid du diamant dans ma poche, je sens la chaleur du rubis sur ma poitrine, je sens le battement des qubits dans mes tempes. Je sais que demain, je partirai vers un autre désert, un autre tunnel, un autre satellite. Je sais que je mesurerai la courbure d'1 millimètre, la rotation d'1 degré, la masse d'1 gramme. Je sais que je lirai l'espace comme on lit une partition, que je jouerai la gravité comme on joue un violon. Je sais que je n'aurai pas besoin de cordes. J'ai des qubits et ils chantent. Je ferme le cahier, serre le diamant contre ma poitrine. L'univers n'est pas un vide. C'est une trame de qubits qui bat au rythme de nos questions. Demain, nous tisserons des trous de verre avec des anions, lirons la gravité dans la température d'un spin. Toi aussi, tends l'oreille. Abonne-toi, partage et deviens fil d'or de la toile.